Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Radio X. We have a situation in West Virginia. Family reported seeing something falling from the sky. As God is my witness, it was not of this world. You want me to investigate flying saucers? I want you to help me prove to the public the truth. They don't exist. If you believe that you have seen these strange lights in the sky, would you please raise your hand? How do you explain the damage? What type of UFO could do that? I'm sorry, UFO what? I'm wondering if Professor Hynek will one day be a problem that needs solving. You're watching us. Hey! There is something more going on here. I want to know what it is. I say close the case. What the hell do you expect? I expected to discover the truth. Avec beaucoup de plaisir, on débute l'émission cette semaine, Radio X-Files, une autre semaine accompagnée de M. Christian Page. On rebrasse un peu les cartes ce soir, Christian. On commence sans plus tarder l'émission avec le sujet parce qu'on se rend compte qu'on est deux vrais pis et qu'on n'a jamais le temps d'aller au bout de nos idées. Alors ce soir, pour la thématique, la 4e sur les ovnis, nous parlerons du projet Blue Book. Du projet Blue Book, dont on vient d'entendre la bande-annonce de la saison 1. C'est une série qui s'est librement inspirée du projet Blue Book américain. Il y a eu 2 saisons, donc la saison 2019, dont on vient d'entendre la bande-annonce. Et effectivement, comme tu le mentionnes, on rebrasse un peu les cartes parce que après 3 semaines, on s'est tous les deux rendu compte que de placer le sujet, la thématique du jour en deuxième partie d'émission, ça nous obligeait littéralement à faire des sprints. Oui. Alors on s'est dit, on va plutôt mettre le sujet de l'émission en début d'émission et éventuellement, s'il nous reste du temps dans la deuxième partie de l'émission, on passera à travers les actualités. Donc à ce moment-là, on va se sentir moins frustré de ne pas avoir dit tout le matériel qu'on avait de préparer sur la thématique du jour. Et aujourd'hui, cette thématique du jour, écoute, c'est extraordinaire parce qu'on revient dans l'histoire. J'aurais pu placer cette thématique dans notre émission du mercredi, notre thématique histoire, parce que c'est un grand moment dans l'histoire des ovnis. Pas tant sur le sujet lui-même, mais plutôt sur la dynamique à la fois politique et militaire qui a entouré le sujet des ovnis à la fin des années 40 et durant les années 50 et 60. Et il y avait toutes sortes de contextes à la fois historiques, militaires, politiques, c'était la guerre froide. Il y a toutes sortes d'éléments qui ont joué, qui ont contribué à l'évolution de ce projet-là, qui est un projet tout à fait extraordinaire, le projet Blue Book. Et pourquoi le projet Blue Book, est-ce que j'en parle maintenant? Et j'ai jamais fait d'ailleurs une émission avec Yannick Marceau sur le sujet où on n'arrêtait pas de se dire on va le faire. Puis éventuellement, l'occasion ne s'y prêtait pas vraiment. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, avec le Congrès, les auditions du Congrès, la question des ovnis, la demande de placer dans le budget du département de la Défense des fonds supplémentaires pour pouvoir enquêter sur la question des ovnis, on est également dans cet aspect d'effervescence. Et tu connais l'expression, ceux qui ne se rappellent pas du passé auront tendance à commettre les mêmes erreurs. Oui. Donc, il faut peut-être revenir sur ce qui a déjà été fait. Et il faut le savoir, la question des ovnis, même si le sujet peut paraître, on dit, bon, le projet Blue Book, c'est un projet qui date des années 50 et 60. Il faut savoir que ces conclusions, ces méthodes de travail sont tout à fait actuelles et on a tout à apprendre du projet Blue Book aujourd'hui par rapport à ce qui se passe que ce qu'on avait à apprendre du sujet dans les années 50 et 60. Cela étant dit, commençons d'abord par placer notre sujet. Mettons la table. Et il faut le dire, Camille, ce qui m'étonne lorsque je parle avec des gens de la question des ovnis,
Et c'est triste à dire, c'est de voir à quel point beaucoup d'ufologues ont de très mauvaises connaissances en histoire, en politique et en sociologie. Okay. À des moments donnés, il faudrait peut-être qu'ils lâchent leurs bouquins sur les ovnis et qu'ils s'intéressent davantage à des aspects plus généraux. Parce que la question des ovnis, elle est étroitement liée à la politique et principalement à la guerre froide. Donc, si on ne connaît pas bien ou on ne maîtrise pas bien ces deux sujets-là, obligatoirement, la question des ovnis et bien sûr les politiques qui ont guidé le projet Blue Book vont nous sembler tout à fait abstraites. Donc, commençons par le phénomène des ovnis lui-même. Hein, il apparaît, donc c'est un peu notre prequel à la question du projet Blue Book. Donc, le phénomène, notre préambule. Donc, qu'est-ce qui va se produire avant qu'on commence à s'intéresser à la question des ovnis? Il y a les ovnis eux-mêmes. Le phénomène, c'est sûr que si on regarde à travers l'histoire, on peut retrouver, même dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, on va retrouver des références à des phénomènes célestes tout à fait extraordinaires. Mais comme je l'ai mentionné la semaine dernière, il faut se méfier de la façon dont les gens écrivaient à ces époques et il serait très hasardeux de vouloir donner une interprétation à leur observation. Par exemple, au Moyen-Âge, je me rappelle avoir vu dans une chronique qui date du 15e siècle où on raconte que le Dieu, dans sa grande bonté, a traversé avec son bras le ciel avec un glaive enflammé pour susciter les gens, les croyants, à se dresser contre les impies. Bon, là tu dis, mon Dieu, c'est fabuleux, ça, le bras qui traverse le ciel, l'épée de feu. Mais en fait, c'était le passage d'une météorite, hein, la chute d'une météorite qui a été interprétée. Bien sûr, les gens qui ont écrit ça, faut se rappeler, ça, bien souvent, ce sont des moines qui écrivaient. Ils fantasmaient autour des signes célestes et comme on dit, on beurrait épais. Donc, si tu regardes ce récit-là et tu dis, tiens, voilà, c'est une apparition d'ovni, ça serait plutôt malvenu parce que en réalité, quand j'ai dit une météorite, en fait, c'était le passage d'une comète. Donc, on sait aujourd'hui par la datation du moment où les moines ont écrit cette histoire-là, cette description-là, elle correspond effectivement au passage de la comète de Halley, donc qui est bien connu des astronomes. Donc, il faut faire attention sur la façon dont les gens écrivaient dans les siècles derniers et l'allégorie qu'ils donnaient à ces manifestations célestes. Si on regarde de façon plus contemporaine, le phénomène des ovnis tel qu'on le connaît aujourd'hui apparaît durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, au départ, on a des avions, c'est le terrain des combats, de l'offensive des Alliés au-dessus de l'Europe, et les pilotes américains vont rapporter avoir vu d'étranges phénomènes lumineux autour de leurs avions, ou encore des boules de lumière qui suivaient ou qui se déplaçaient en même temps que leur avion. Alors à ce moment-là, bien sûr, les pilotes vont rapporter à leur commandement l'apparition de ces boules de lumière. On se demande, est-ce qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle arme allemande? Mais on va apprendre après la Deuxième Guerre mondiale que non, les pilotes allemands aussi avaient observé le même phénomène. Et on croit aujourd'hui, avec un certain recul, qu'il est bien possible que ces fameuses boules de lumière qu'on appelait les Foo Fighters, d'ailleurs, il y a un groupe musical qui a récupéré ce nom de Foo Fighters, hein? Et les Foo Fighters, ces fameux phénomènes de lumière, étaient probablement des phénomènes atmosphériques, des phénomènes électrostatiques. Et c'est sûr, là, j'imagine des gens qui vont se dire, voyons donc, c'est pas possible. Mais oui, c'est possible parce que il faut se rappeler que lorsqu'arrive la Deuxième Guerre mondiale, c'est la première fois dans l'histoire que sur un terrain de bataille, on va utiliser des avions en acier, en particulier en aluminium. Ça peut paraître étrange parce que c'est vrai que durant la Première Guerre mondiale, il y avait aussi des avions. On pense par exemple au célèbre Baron Rouge qui avait un biplane et qui était la terreur du ciel, hein, qui combattait du côté de l'Allemagne. Mais il faut savoir que durant la Première Guerre mondiale, on était au début de l'histoire de l'aviation. Et la grande problématique, c'était d'avoir des moteurs assez performants pour avoir la traînée suffisante pour permettre à l'avion de voler. Donc, les avions étaient très légers, et pour qu'ils soient très légers, crois-le ou non, ils étaient faits en tissu et en papier. Hey. Oui. Donc, on avait une armature, on avait un squelette en bois autour duquel, évidemment,
On prenait pas du coton, là, mais c'était du tissu qu'on avait trempé dans différentes solutions et on recouvrait l'avion de ce tissu et certaines parties qui étaient moins en contact avec le déplacement aérodynamique de l'avion pouvaient même être en papier, un papier très épais qui pouvait, j'en ai eu entre les mains, ça ressemblait un peu à de la tapisserie, du papier peint qu'on met sur les murs. Okay. Tu vois, le genre papier un peu cartonné. Donc, en ayant des avions avec un fuselage qui était fait en tissu ou certaines parties en papier, l'avion était très léger et on avait donc à ce moment-là des moteurs suffisamment performants pour pouvoir permettre le déplacement aéronautique de l'appareil. Quand arrive la Deuxième Guerre mondiale, c'est la première fois où dans des combats très soutenus, là on a des avions où le fuselage est fait en acier ou en aluminium. Et lorsqu'ils se battent au-dessus de l'Europe, les conditions atmosphériques varient énormément. On peut se battre, il peut y avoir des combats par exemple durant un orage. Donc quelles sont les conditions atmosphériques? Et on pense qu'éventuellement la friction des avions dans l'air, dans des conditions particulières, aurait pu créer sur le fuselage des avions des phénomènes de feu de Saint-Elme, des phénomènes un peu comme l'électricité statique. Si tu marches nu-pied sur une moquette en laine ou tu passes ta main dans tes cheveux, ça va créer cette électricité statique. Et durant ces combats, parfois il y avait une décharge électrique qui produisait des espèces d'éclairs de lumière ou de boules de lumière près des avions. Et comme c'était relativement nouveau, cette idée de combattre dans des conditions atmosphériques parfois très nébuleuses, les nuages, l'orage, la pluie, etc., pouvaient entraîner, parce que généralement, les pilotes ne volaient pas dans des conditions comme celle-là. Donc, on se retrouve dans des conditions atmosphériques particulières avec des avions qui ont depuis peu des fuselages en aluminium ou des composites d'acier et qui va entraîner des phénomènes électrostatiques. Donc, on croit que les Foo Fighters de la Deuxième Guerre mondiale étaient probablement des phénomènes électrostatiques produits à cause des avions et de son contact avec l'atmosphère. Arrive ensuite, il faut se rappeler que durant la Deuxième Guerre mondiale aussi, les Allemands, même si ces boules de lumière, les Foo Fighters, n'étaient pas une arme allemande, c'est vrai que les Allemands avaient quand même dans leur arsenal des trucs particulièrement étonnants. Et tu vas comprendre pourquoi j'évoque ça, parce qu'il va y avoir une conséquence à ça. Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands vont développer deux types de bombes. La première, c'est ce qu'on va appeler le V1. Le V1, imagine-le, c'est une bombe avec des ailes. Puis c'était tellement imprécis que quand on envoyait, parce qu'il fallait attaquer l'Angleterre, les Allemands se devaient de conquérir l'Angleterre dans leur plan de conquête de l'Europe, mais comme ils pouvaient pas traverser la Manche, ils l'avaient essayé à quelques reprises avec des bateaux et des sous-marins, ils s'étaient fait rapidement couler par l'armée britannique. Alors ils ont imaginé des bombes volantes, les fameux V1. Un peu comme des vifs d'or dans Harry Potter, là, avec des ailes. Oui, à peu près. Donc, oui. Et c'était très imprécis parce que en fait, la distance que parcourait le V1 et la cible à toucher était fonction du carburant à l'intérieur. Donc, les gens en Angleterre, les Britanniques, les Londoniens, parce qu'on visait surtout l'Angleterre, on avait calculé la quantité de carburant à peu près. On gageait ça au doigt. Bon, là, il devrait en avoir assez. On mettait le carburant dans le V1 et sur une rampe, et il était lancé en direction de l'Angleterre. Et les Londoniens, lorsqu'arrivait le V1 dans le ciel de Londres, ils l'entendaient siffler. Et tant qu'il sifflait, il n'y avait pas de problème. Mais quand le sifflement s'arrêtait, ça veut dire qu'il n'y avait plus de carburant. Donc, le moteur venait de s'arrêter et la bombe tombait là où il était. Tu vois à quel point c'était hasardeux de lancer ces fameux V1. On attaquait, on frappait n'importe où, puis c'était fonction du carburant qui était dans l'appareil. Et puis, les Allemands vont développer une seconde bombe volante, mais cette fois-là, beaucoup plus sophistiquée, qui va être la fusée V2. On est ici dans une véritable fusée avec un système de guidage, un système de compas gyroscopique qui permettait à ce moment-là de pouvoir déterminer une cible avant même le lancement. Évidemment, la bombe tombait elle avait quand même une possibilité d'erreur de quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres. Mais c'était quand même mieux que le V1 et c'était pour la première fois. Là, ben oui. Ouais, c'était pas aussi précis, mais on avait vraiment une bombe volante qu'on pouvait cibler un endroit très précis avant de la lancer dans l'air. Et c'était les fameux V2. Mais malheureusement,
pour l'Allemagne, en tout cas, les V2 sont arrivés beaucoup trop tard pour permettre de changer l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Et éventuellement, lorsque les Alliés ont pénétré en Allemagne, tous les ingénieurs de la Luftwaffe ont détruit tout ce qu'on avait de plans des V2, des avions qui étaient en développement et tout le reste, parce que c'est vrai que les ingénieurs de la Luftwaffe travaillaient sur plusieurs projets qui étaient quand même assez audacieux. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les Soviétiques et les Américains se sont séparés le savoir allemand. Hein. Donc on a récupéré tous les scientifiques qui travaillaient sur ces projets-là et on les a séparés en deux groupes. Un groupe qui est allé du côté de l'Union soviétique et un autre côté qui est allé du côté des Américains. C'est l'un d'ailleurs de ces scientifiques ingénieurs allemands, Wernher von Braun, qui a été le créateur de la fusée Saturne V, qui a permis en 1969 d'envoyer des astronautes sur la Lune. Il travaillait comme chef ingénieur pour la NASA. Donc, on voit un peu le courant. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que tu vas voir que ces éléments-là, la Deuxième Guerre mondiale, le savoir des ingénieurs de la Luftwaffe, vont jouer un rôle considérable dans le début de l'histoire des ovnis. Donc, au départ, on a ces fameux Foo Fighters, ces boules de lumière qui apparaissent autour des avions, qu'on pourrait éclipser en disant, bon, ce sont des phénomènes électrostatiques. Et puis arrive 1946. La guerre est terminée. Et voilà qu'au-dessus des pays scandinaves, il va y avoir ce qu'on va appeler la vague des fusées fantômes. OK. Des gens, donc, en Scandinavie, se mettent, que ce soit la Norvège, que ce soit la Suède ou la Finlande, des gens se mettent à voir dans le ciel, parfois, des longues traînées lumineuses et avec un espèce de bourdonnement. Et on parle de ces fusées fantômes parce que personne ne sait vraiment d'où elles viennent. Elles passent au-dessus des têtes des gens, mais on ne sait pas d'où elles viennent. Et parfois, on dit qu'elles vont tomber dans des boisés ou elles sont tombées en mer, etc. Mais on n'en est jamais certain. Il faut savoir que durant cette période des fameuses fusées fantômes, le gouvernement de la Suède va mener une investigation là-dessus. Il faut dire d'ailleurs qu'on n'a qu'une seule photo qui existe d'une de ces fusées fantômes et elle montre très clairement une météorite. Donc ça pouvait pas être une fusée fantôme. Les autres histoires, quand les gens disaient « Oui, on a vu ces fusées fantômes, elles sont tombées, une est tombée dans un boisé, l'autre est tombée dans un lac, etc. » Le gouvernement suédois a mené beaucoup d'efforts pour récupérer les débris de ces fusées fantômes et dans un rapport qu'il a établi en 1946, à la fin de 1946, il explique qu'aucun des débris récupérés ne provenait d'un aéronef volant. Aucun. Donc, c'était soit un vieux bout. Les gens disaient qu'ils étaient tombés dans le bois et qu'on allait dans le bois, on trouvait des pièces mécaniques, mais les pièces mécaniques étaient des vieux morceaux d'une voiture ou d'un vieux réfrigérateur ou des trucs comme ça. On n'a jamais trouvé, même si les gens disaient avoir observé ces phénomènes, on n'a jamais eu la preuve que ce phénomène a été réel. Les gens voyaient, semble-t-il, des trucs traverser le ciel. Ils l'associaient aux fusées allemandes, les fameux V2, qui avaient terrifié l'Europe durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais techniquement parlant, en dehors des récits, on n'a jamais trouvé le moindre débris qui permettait de croire que ce phénomène, il était réel. Est-ce que sur le point de réduire ça à de simples étoiles filantes, là? Des étoiles filantes, peut-être aussi des avions ou des trucs comme ça. Il faut comprendre qu'on vit dans une espèce d'angoisse. La Deuxième Guerre mondiale vient de se terminer. Immédiatement après la fin de la guerre, un bras de fer va commencer à se produire, qui va se dresser entre l'Europe occidentale et l'Union soviétique. Et là, donc, on se demande, est-ce qu'on est dans l'antichambre d'un nouveau conflit, alors qu'on vient de sortir de ce conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, les gens se mettent à voir dans le ciel de l'Europe, et principalement dans les pays scandinaves, ces fameuses lumières. Et on s'interroge, est-ce que les Allemands qui travaillaient pour la Luftwaffe, les fameux ingénieurs allemands, auraient pas continué leur travail du côté des communistes? Est-ce que les communistes ne sont pas à mettre au point des fusées, des bombes volantes qui s'inspiraient des célèbres V2 allemands? On était à la chasse des communistes. Oui. Donc, on a tout un contexte psychologique. Et c'est bien de comprendre ce contexte-là. Et c'est malheureusement trop souvent des amateurs d'OVNI ne connaissent pas du tout ce contexte historique ou politique qui contrôlait un peu toutes les décisions et toute la façon de faire que les militaires avaient au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis arrive 1947. Donc l'année suivante, les soucoupes volantes arrivent aux États-Unis. Le phénomène commence le 24 juin 1947. Bien sûr,
Si on fouille dans la littérature, dans les journaux, on va toujours trouver des cas où Madame Machin, qui habitait au Wisconsin, aurait vu un phénomène mystérieux dans le ciel en 1946 ou 1945. Mais tous ces éléments-là ne sont pas récupérés, ça reste anecdotique. Le phénomène n'est pas encore né, il est pas prêt, il est pas à maturité. Mais le 24 juin 1947, l'heure de l'accouchement a sonné. Le 24 juin 1947, un pilote civil américain qui s'appelle Kenneth Arnold vole au-dessus de la chaîne de montagnes des Cascades. On est dans l'ouest des États-Unis. Pour situer un peu les gens là, par rapport au Canada, on est juste au sud de la Colombie-Britannique. Donc c'est la chaîne des Cascades. C'est la même chaîne des Cascades d'ailleurs qui forme les montagnes rocheuses. Donc Kenneth Arnold vole dans l'État de Washington. Il survole une montagne, un pic rocheux qui s'appelle le Mont Rainier. On est en milieu d'après-midi et là, soudain, son attention est attirée par des lumières qui semblent clignoter au loin. Donc, au début, il croit à un reflet sur les fenêtres de son avion. C'est un pilote civil, hein, c'est pas un pilote militaire, c'est un pilote civil. Et il a fait un crochet par le Mont Rainier parce que quelques mois plus tôt, un avion de la marine américaine s'est écrasé sur le Mont Rainier. Et on n'a pas retrouvé l'appareil. C'est vrai que c'était durant l'hiver, on avait entrepris des recherches, mais à cause de la neige et la fragilité des glaciers, on avait abandonné les recherches. Et on avait lancé un peu, la US Navy avait lancé le mot d'ordre, si des pilotes survolent le Mont Rainier, gardez un œil ouvert. Peut-être verrez-vous à travers le tapis de neige des débris de notre C-46 qui s'est écrasé. Donc Arnold, au courant de cette histoire, survole le Mont Rainier, il fait un crochet dans l'espoir de localiser peut-être, de voir les débris de cet appareil qui s'est écrasé, qu'on n'a toujours pas retrouvé. Et puis voilà que son attention est attirée par ces reflets dans le ciel. Il regarde, et là, au début, il pense à des reflets sur les fenêtres de son avion. Il va même jusqu'à sortir, littéralement baisser la fenêtre de son côté, de regarder, sortir quasiment la tête de l'appareil, pour voir que ces reflets sont bien réels. Ils sont assez éloignés de lui. Il va décrire plus tard, il va dire, c'était 9 objets qui semblaient voler sur 2 lignes, une ligne de 5 objets, une ligne de 4 objets, et il calcule que il les voit, ils sont assez loin. Il estime que les objets se déplacent entre 2 pics, le Mont Rainier et le Mont Adams. Comme c'est un pilote, qu'il connaît sa position, qu'il connaît la position du Mont Rainier et la position du Mont Adams, il calcule par triangulation le déplacement de ces appareils. Et ces appareils, ils ressemblent à des croissants volants. Hein? On pourrait presque dire un peu le logo de Batman. Hein? C'est un peu l'idée à quoi ça ressemble. Et là, il regarde ça, et selon son estimation, ces objets se déplacent à plus de 2000 km/h. 2000 km/h, il faut se le rappeler, en 1947, c'est pratiquement 2 fois la vitesse du son. Or, la vitesse du son, qui est 1200 km/h, n'a jamais été franchie encore. Donc, on a des appareils qui semblent voler 2 fois plus vite que la vitesse du son, alors que dans le domaine de l'aviation, le mur du son n'a pas encore été franchi. Il ne sera franchi qu'en octobre de la même année, en octobre 47, par un pilote de chasse américain qui travaille pour l'armée américaine, qui s'appelle Chuck Yeager, qui est une véritable légende. Mais on est quand même ici quelques mois avant l'exploit de Chuck Yeager, et ce Kenneth Arnold dit, c'est curieux ces objets qui volent si vite que ça. Bon. Lorsqu'il arrive à l'aéroport, je vais un peu rapidement parce qu'il y a toutes sortes de circonstances, mais éventuellement, il va se confier à un journaliste à propos de ses observations. Bon, d'abord, il va au bureau du FBI, mais comme il est dépassé 16 heures, le bureau du FBI est fermé. Donc, si on pense envahir les États-Unis, mieux vaut le faire en fin d'après-midi. Les bureaux du FBI ferment à 16 heures. Parce que Kenneth Arnold, il faut se rappeler aussi qu'en 1947, les extraterrestres n'existent pas. Hein, les extraterrestres, c'est bon pour la science-fiction, les pulp magazines, mais ça n'existe pas, là. Donc, pour Kenneth Arnold, ces objets qui vont plus vite, 2 fois plus vite que la vitesse du son, qui ressemblent un peu à des boomerangs, ne sont pas des avions militaires américains. Ils ne peuvent être que des avions russes. Parce que qui vit au-delà de la côte ouest américaine? Les Russes. Hein, quand on regarde la carte, si tu remontes, tu as le Canada, tu as l'Alaska, et de l'autre bord, c'est les Russes. Donc, on se dit, Kenneth Arnold se dit, ça doit être des avions soviétiques. Donc, il va aller le dire au FBI, le bureau est fermé. Éventuellement, il rencontre un journaliste et il raconte son histoire.
Et il décrit assez bien les objets au journaliste. Ça ressemblait à des croissants. Il y avait un peu comme un pic vers l'arrière. Le centre de l'objet était beaucoup plus sombre. Les objets semblaient être faits en aluminium puisqu'ils reflétaient la lumière du soleil. Et lorsque le journaliste lui demande, OK, parfait, ça ressemblait à des boomerangs, tout ça, mais est-ce que ça se déplaçait comme des avions conventionnels? Et Kenneth Arnold prend une seconde, il réfléchit. Il dit non. Ça se déplaçait à la manière de soucoupe que tu aurais fait ricocher sur de l'eau quand tu la lances, un peu comme un frisbee, par exemple. Et le journaliste, ne se préoccupant pas trop des détails, le lendemain publie un article en disant « Un pilote a vu des soucoupes volantes ». Mais en fait, le pilote n'a jamais vu des soucoupes volantes. Il a vu des boomerangs ou des croissants volants. L'expression soucoupe, il ne l'a utilisée que pour décrire le mouvement des objets. Mais le journaliste s'est pas préoccupé de ça. Pour lui, c'était des soucoupes volantes. Et voilà que du jour au lendemain, un peu partout à travers les États-Unis, les gens se mettent à voir des soucoupes volantes. C'est comme ça que le terme a été créé. Oui, c'est incroyable. C'est à se demander si le journaliste avait correctement rapporté l'information et avait dit un pilote a vu des croissants volants. Peut-être que les gens se seraient mis à voir uniquement des croissants volants et pas de soucoupes volantes. Les soucoupes volantes ne feraient plus partie de notre vocabulaire. Mais néanmoins, c'est comme ça que l'histoire apparaît. Et là, je te ramène le spectre des Allemands. Parce que quand ces phénomènes-là commencent à apparaître aux États-Unis, du sud au nord, de l'est en ouest, on se met à voir de ces soucoupes volantes. Mais quand même, les gens rapportent le récit de Kenneth Arnold. Lui-même, Kenneth Arnold apparaît à plusieurs émissions de radio, parle de son observation. Et évidemment, il prend bien soin de corriger l'erreur journalistique en disant « Moi, je n'ai pas vu des soucoupes, j'ai vu des croissants volants ». Et l'information remonte en haut lieu. Elle arrive, bien sûr, à l'état-major américain. Et là, il faut se rappeler, je t'ai parlé des V1 et des V2 allemands, oui. Mais les Allemands étaient en train de travailler sur un super avion. Un avion entièrement avec des turbopropulseurs, pas d'hélice. Un avion en forme d'aile volante, comme un boomerang. Cet avion s'appelait le Horten HO-229. Il aurait pu changer l'issue de la guerre. C'était vraiment un super avion, là. C'est quasiment c'était le nec plus ultra de ce qu'on avait vu dans le domaine de l'aviation. Mais l'avion n'a jamais été commercialisé. Les Allemands de la Luftwaffe avaient construit quelques prototypes qui ont volé avec des moteurs pas vraiment très performants, mais on voulait simplement s'assurer des lignes aéronautiques de l'appareil. Okay. Ça fonctionnait très bien. Et là, les Allemands étaient prêts à entrer dans la fabrication, disons, à la chaîne des avions. Mais une erreur de calcul a fait que les moteurs, lorsqu'ils sont arrivés à l'usine pour être placés dans le corps des avions, on s'est aperçu que le moteur était trop gros. Il n'entrait pas dans la cage du moteur. Le moteur est trop gros pour sa boîte, finalement. Alors, il a fallu redessiner le moteur pour prendre des pièces qui étaient sur le côté du moteur, les monter sur le dessus pour le rendre moins large, pour lui permettre d'entrer dans l'avion. Mais à ce moment-là, le vent avait tourné. L'Allemagne était en train de perdre la guerre. Méchant virement de situation. On a été chanceux, en guillemets, l'humanité, là-dessus. Ah oui, et éventuellement, le Horten HO-229 n'a jamais été produit de manière à la chaîne. Là. On n'a eu que quelques prototypes. Et quand le vent a tourné, les Allemands ont détruit l'avion. Donc aujourd'hui, si on visite par exemple le musée de l'air à Washington, D.C., le musée de l'air et de l'espace, on peut voir la carcasse de l'un de ces Horten HO-229. Donc, quand les Alliés sont entrés en Allemagne, ils ont pris d'assaut les différentes installations de la Luftwaffe, là où on développait. Donc, on est tombé sur des restants de V1, des restants de V2 et sur les restants des HO-229. Et là, lorsque les premiers récits de boomerang volants commencent à arriver aux États-Unis, dans l'état-major, on se dit, tiens, des objets en forme de boomerang, avec une queue en pointe derrière et un cockpit sur le dessus plus sombre, on a déjà vu ça. C'est exactement le HO-229. Est-ce que les Soviétiques, en récupérant des ingénieurs de l'aéronautique allemande, auraient-ils travaillé en silence et en secret à développer un prototype d'avion inspiré du HO-229? Et ça, c'est très préoccupant parce qu'on parlait ici d'un avion turbopropulsé, entièrement turbopropulsé, et on le sait, je l'ai mentionné,
Les Soviétiques, c'est les voisins des Américains. Hein. Il y a que le détroit de Bering qui sépare l'Alaska de l'Union soviétique. On se dit, bon, il faut quand même savoir ce que nos voisins russes sont en train de faire. Et à ce moment-là, même si la presse parle de soucoupe volante, dans l'esprit de l'état-major américain, on parle plutôt d'une possible invasion par les Soviétiques avec des prototypes militaires secrètement développés. Et en décembre 1947, on voit apparaître la première commission d'enquête sur les soucoupes volantes. Cette première commission s'appelle le projet Sign. Sa mission, bien sûr, c'est de s'assurer que ces histoires de soucoupes volantes, qui paraissent un peu fantaisistes, ne cachent pas l'utilisation par les Soviétiques ou le survol des États-Unis par des appareils développés par les Soviétiques. Assez rapidement, le projet Sign va se rendre à l'évidence que les boomerangs volants observés ou les soucoupes volantes observées ne sont pas des engins développés par l'Union soviétique. Il y a à peu près rien là-dedans. On se rend compte en enquêtant un peu que les gens répondent un peu à un stimuli social. C'est un peu comme la saucisse high grade. Hein. Plus on en parle, plus les gens voient. Et plus les gens voient, plus on en parle. Et là, les gens lèvent les yeux dans le ciel. Puis dès qu'ils voient quelque chose d'un peu mystérieux, la nuit, ils le rapportent. Ça peut être la planète Vénus et des ballons sondes. Ce sont des avions. C'est là que ça a commencé, là, la vision là, d'apercevoir des ovnis dans le ciel. C'est ça. Donc, on lève et là, on parle. Hein. À ce moment-là, on ne parle que de soucoupe volante. Hein. L'expression « objet volant non identifié » n'a pas encore été inventée. L'expression à la mode, c'est les soucoupes volantes. Et donc, le projet Sign va durer de décembre 1947 à décembre 1948. Il faut se rappeler que le budget du département de la Défense, il est toujours voté en décembre. Donc, c'est ce qui explique pourquoi notre date butoir est toujours le décembre. Donc, de décembre 1947 à décembre 1948, le projet Sign est en pleine action. Son objectif, déterminer ce que sont les soucoupes volantes. Décembre 1948, après une année, il dépose ses conclusions en disant « Ce ne sont visiblement pas des Soviétiques. Même si 20% des observations rapportées n'ont pas été identifiées, on n'a pas l'impression qu'il s'agit de prototypes qui viennent de l'Union soviétique. » À ce moment-là, encore une fois, les extraterrestres sont pas dans le tableau. Donc on dit, on a 20% de codes, d'objets vus dans le ciel qu'on n'arrive pas à trouver d'explication, mais on est à peu près certain que ce ne sont pas les Soviétiques. L'armée, en décembre 1948, devant les conclusions du projet Sign, va mettre en place un nouveau projet. On change de nom. Dans le fond, c'est le même autobus, mais on change le chauffeur. Et là, le chauffeur va s'appeler Monsieur Grudge. C'est le projet Grudge. Et l'objectif du projet Grudge, c'est de minimiser au maximum les observations d'OVNI. On n'en veut plus. Hein, les histoires de soucoupes volantes, ça effraie les gens lèvent les yeux dans le ciel, on a peur de créer une espèce de panique, et on veut que les gens cessent de rapporter n'importe quoi, parce que là, les gens, c'est comme la porte ouverte, on dit, si vous voyez quelque chose dans le ciel, rapportez-le, puis là, les gens rapportent tout. Et on a peur que derrière ce bruit, se cache quelque chose d'intéressant. Donc, on essaie de diminuer, de maximiser les informations qualitatives par rapport aux soucoupes volantes pour que le reste soit mis de côté. Et le projet Grudge fait plutôt un bon travail parce que arrive en décembre 1951. Déjà à ce moment-là, il n'est plus vraiment actif. Là, à partir des années 1950, à partir de 1950, il commence à ralentir ses travaux. Et puis en décembre 1951, on est prêt à tirer la plug. Hein, c'est-à-dire, bon, ben là, on n'a pratiquement plus d'observation d'OVNI. Et voilà que en 1951, à la fin de 1951, alors qu'on se prépare à désactiver nos commissions soucoupes volantes, une série d'observations dans le New Jersey qui implique non seulement l'observation visuelle de phénomènes aériens inconnus, il y a également détection radar. Et ce jour-là, il y a des hauts dirigeants du département de la Défense qui se trouvent dans la tour radar. Donc, ils sont témoins de la situation. Et évidemment, ils questionnent, ils questionnent les radaristes. Qu'est-ce que c'est?
On le sait pas. On questionne les pilotes en vol. Qu'est-ce que vous voyez? On le sait pas. C'est lumineux, ça brille, on sait pas ce que c'est. Alors, on se dit, et pourtant, on vient de mettre bout à bout 2 commissions d'enquête pour faire la lumière sur ces mystérieuses soucoupes volantes. On nous dit qu'il y a rien. Et là, voilà que on a cette situation un peu embarrassante où des pilotes voient des trucs, ça apparaît sur les écrans radars, on sait pas trop ce que c'est. Alors, on décide de réactiver les commissions soucoupes. Et la nouvelle commission soucoupe va porter le nom de Projet Blue Book. Et là, je pense, ma belle Camille, que t'es due pour une pause. Ça se peut-tu? On peut faire une pause, Christian, pas de problème. Est-ce que tu veux qu'on revienne avec une bande-annonce? Oui, on va revenir avec la bande-annonce du Projet Blue Book saison 2020. Excellent. Donc, on s'arrête. C'est une question de secondes, Christian. Tu vas voir, pas beaucoup de pauses. On a en masse de temps de jaser ensemble ce soir pour expliquer le projet Blue Book. On revient dans le vif du sujet au retour dans Radio X-Files, ici même sur Radio X. Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille. Radio X. Ezekiel saw the wheel. This is the wheel he said he saw. These are unidentified flying objects that people say they are seeing now. Are they proof that we are being visited by civilizations from other stars? Or just what are they? The United States Air Force began an investigation of this high strangeness in a search for the truth. What you are about to see is part of that 20-year search. On a mis le paquet, Christian, pour présenter les UFO. 1978, est-ce que c'est là où on a commencé à, justement, mettre dans la culture populaire les petits hommes verts? En fait, c'est arrivé un peu plus tôt que ça. Mais ce qu'on vient d'entendre, ça, c'est intéressant parce que le projet Blue Book, la plupart des auditeurs connaissent la nouvelle série qui a été présentée à Historia, qui s'appelle Projet Blue Book, qui est une série qui a été réalisée en 2019 et 2020. On a 2 saisons. D'ailleurs, en sortant de l'émission, on fera peut-être entendre, si on a le temps, la bande-annonce de la saison 2020. Bien sûr. Mais c'était la 2e fois que le projet Blue Book était adapté pour la télévision ou inspirait des séries télévisées. La première était une série qui s'appelait Project UFO entre 1978 et 1979, là aussi 2 saisons. Et ce qu'on vient d'entendre, c'était le générique du début de la série, Project UFO. Et on le voit bien, on nous dit, bon, voilà, des objets volants, l'armée a fait une enquête, puis ce que vous allez voir est inspiré de ça. Et effectivement, on reprenait certains des meilleurs codes d'OVNI enregistrés par le projet Blue Book, et on plaçait ces histoires-là un peu en images, on essayait de trouver une explication. Donc, au moment de se quitter, on venait de voir apparaître ce projet Blue Book. Il a porté le nom de projet Sign, on a changé de nom, c'est devenu le projet Grudge, et puis là, avec une série d'événements assez inattendus, oblige un peu le département de la Défense et principalement la US Air Force de réactiver son projet soucoupe volante. Et ce projet soucoupe volante va commencer à travailler en mars 1952 sous le nom de Projet Blue Book. À ce moment-là, écoute, ça, c'est une histoire assez fabuleuse, là. Donc, le projet Blue Book, au départ, il est dirigé par un capitaine de l'armée de l'air américaine, le capitaine Ruppelt. Et Ruppelt a un intérêt tout à fait honnête pour la question des ovnis. Il prend pas position, c'est-tu des extraterrestres, c'est-tu des Russes. Il sait pas. Il dit, voilà, on a un nombre d'observations pour lesquelles on n'a pas d'explication. Il faut quand même le dire, les extraterrestres commencent de plus en plus à faire du chemin. À partir des années 50, 51, 52, de plus en plus de journalistes et même des auteurs ont commencé à écrire des premiers livres sur les soucoupes volantes et ils proposent l'explication. Si ce sont pas des Russes, si ce sont pas des appareils qui viennent de chez nous, ces gens-là doivent pas tous avoir la berlue. Alors si c'était les premiers articles de journaux, c'est amusant parce qu'on ne parle pas d'astronautes, on parle pas vraiment d'extraterrestres de cette façon-là, mais on dit ici c'était des aviateurs venus d'une autre planète. Et c'est l'expression de se poser la question. Oui, mais c'est amusant parce que on est avant l'ère des fusées de la conquête de l'espace, donc on dit pas c'est-tu des astronautes venus d'une autre planète, non, c'est des aviateurs venus d'une autre planète. Donc ça commence à faire son chemin.
Le capitaine Ruppelt a une approche tout à fait honnête pour la question des ovnis. Il s'assure autour de lui de collaborateurs, et l'un d'entre eux est le professeur Joseph Hyland Hynek, qui est un peu le personnage central du projet Blue Book. Quand on regarde la série là, qui a été présentée à Historia, tout tourne autour du professeur Hynek. C'est une véritable légende. Ce type-là a travaillé déjà, il n'est pas un inconnu pour le département de la Défense. C'est un astronome excessivement réputé de la Northwestern University à Evanston, qui est en banlieue de Chicago. Il a travaillé à des systèmes de localisation il va travailler éventuellement pour des systèmes de localisation de satellites. Il a déterminé pourquoi les étoiles brillaient dans le ciel. Il a développé des systèmes de théodolites comme des espèces de télescopes qui permettent de suivre, en suivant la rotation de la Terre, le mouvement des étoiles. C'est un grand astronome. Un bon CV. Oui, s'il serait pas devenu célèbre à cause de son implication dans le domaine des ovnis, qui l'ont placé qui l'ont envoyé dans une trajectoire tout à fait inattendue et qui lui ont valu une certaine célébrité, c'est sûr qu'Hynek serait devenu célèbre dans le domaine de l'astronomie ou de l'astrophysique pour ses réalisations. C'est un grand astronome et un grand astrophysicien. Donc il va collaborer, il a déjà collaboré comme conseiller civil pour le projet SIGN. Il est au moment d'ailleurs où il a commencé à s'intéresser à la question des ovnis pour le compte de l'armée américaine, il était excessivement sceptique. Alors, lorsqu'on lui a demandé son avis lors du projet SIGN, il a dit tout ça c'est de la foutaise, les gens se trompent, puis ils voient des lumières dans le ciel, mais ils savent pas reconnaître une étoile puis un ballon sonde. Et il a tenu à peu près le même discours lorsque c'était le projet Grudge. Donc on le retrouve à ce moment-là au début du projet Blue Book, il fait encore partie des meubles, si je puis dire, et il a une vision très sceptique. Mais son scepticisme commence à s'émousser. Il commence à se dire que il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être des observations d'OVNI qui sont plus intéressantes que d'autres. C'est vrai que majoritairement, 90-95% trouvent des explications de manière rationnelle, assez simple, mais il y a quand même un noyau qui est plus difficile à expliquer. Donc, Hynek devient de moins en moins sceptique par rapport à la question des OVNI. Donc, lorsque le projet Blue Book entreprend ses travaux en mars 1952, on a déjà une bonne équipe et on espère bien arriver à une solution rapidement du phénomène des ovnis. Mais ça ne se produira pas. Ruppelt va être remplacé, éventuellement les observations d'ovnis vont être considérées comme des simples erreurs d'interprétation. Et là, soudain, va se produire un autre événement beaucoup plus important que les ovnis. Il faut se rappeler que durant la période de la guerre froide, la première préoccupation du département de la Défense aux États-Unis, ce n'était pas les extraterrestres, c'était les Russes. Et en 1952, à partir de 1952-1953, les Américains vont développer de leur côté des premiers avions espions. Le premier étant l'avion U-2, qui va être mis au point d'ailleurs dans la mythique zone 51. Oh. Donc cet appareil, c'est un avion espion avec de très très longues ailes qui est capable de voler très très haut à plus de 60 000 pieds. Et l'idée, bien sûr, c'est d'envoyer ces avions au-dessus de l'Union soviétique, équipés de systèmes de caméras pour photographier les installations russes. Et là, ce que l'on découvre à partir du milieu des années 50, évidemment, les avions, avant de les envoyer au-dessus de la Russie, il faut quand même les tester aux États-Unis. Donc, on commence à faire des tests et les gens dans la rue, bien sûr, lèvent les yeux au ciel et ils les voient. Ils lèvent les yeux au ciel, ils voient un point lumineux très haut dans le ciel qui va plus vite qu'un avion et qui vole beaucoup plus haut qu'un avion. Alors les gens se disent, ce sont des ovnis. Alors on va appeler le département de la Défense et lorsqu'on appelle le département de la Défense et le projet Blue Book, les gens ou à l'autre bout de la ligne, voient bien que, en regardant les enregistrements qu'ils ont devant eux, les notes techniques, ils voient bien, quelqu'un a vu au-dessus de l'Arizona, au-dessus de Tucson, en Arizona, à 8h23 hier matin, a vu une lumière qui volait, et quand on regarde la cédule des avions U-2, ça correspondait au passage d'un avion U-2. On repassera pour la subtilité, hein? Ouais, c'est ça. Fait que là, on se dit, qu'est-ce que l'on fait avec ça? À ce moment-là, le projet Blue Book va prendre une nouvelle tangente. C'est vrai que la CIA va s'en mêler aussi, parce que faut dire que l'avion U-2 est un projet qui a été développé conjointement entre la compagnie Lockheed, la CIA et l'armée de l'air américaine. Et là, la CIA va intervenir en disant, là, c'est bien beau, vos petits bonhommes verts, les soucoupes volantes, tout ça, mais le point numéro 1, c'est de protéger nos avions espions. C'est ça, le secret défense numéro 1, c'est de protéger nos avions. Et comment on va le faire? On va inciter les gens
à appeler le département de la Défense, appeler Projet Blue Book. Hein? Vous voyez un ovni, 1976 Blue Book. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Et lorsque les gens appellent Blue Book, on les discrédite. Donc, les gens disent, ah ouais, j'ai vu une lumière dans le ciel, puis donc, tu vois, la nouvelle politique. Laisse faire la soucoupe volante, laisse faire l'extraterrestre, discrédite le témoin. C'est ça qui est important. Donc, le témoin appelle, et là, il dit, ben voilà, j'ai vu une lumière dans le ciel, il était 8h25, il reçoit, il raconte ça. Et là, à l'autre bout du fil, ben, le mandat est de dire au type, ouais, t'es sûr que t'avais pas bu un peu, etc., etc. Là, on le discrédite. À un point tel que quand le type raccroche, il a certainement pas envie d'appeler les journaux, puis il a certainement pas envie d'appeler la télévision. Donc, l'honneur est sauf. Tu comprends? Oui. Donc, les gens, on leur dit, si vous voyez quelque chose dans le ciel que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas c'est quoi, appelez Blue Book. Et Blue Book, lui, ne fait ni un ni deux, peu importe ce que les gens ont vu, on discrédite systématiquement des témoins pour être certain que s'il y a dans ces observations des vols d'avions espions américains, ben, on va jouer l'idée de la soucoupe volante. Il vaut mieux que les gens croient aux soucoupes volantes et aux petits hommes verts que les gens se posent des questions sur des programmes secrets de l'aviation américaine. Donc, pendant des années, on va faire ça. Et si on en croit une petite monographie qui a été publiée il y a plusieurs années par un historien de la CIA, un type qui s'appelle Heinz, c'était Gerald Heinz. Lui, il raconte que durant cette période, parce qu'il y a eu le U-2, mais ensuite, il y a eu les avions, son successeur, le SR-71 Blackbird, qui est un avion magnifique, mais qui lui aussi était ultra top secret. Selon Heinz, près de 50% des observations d'OVNI qui étaient rapportées, bon, à mon avis, 50%, le chiffre est un peu élevé, mais néanmoins, c'est près de 50% soutient Heinz d'OVNI qui étaient d'histoires d'OVNI qui étaient rapportées au département de la Défense et principalement au projet Blue Book, étaient en réalité des avions secrets. Tant et si bien que peu à peu, le projet Blue Book a pris une autre tangente. L'idée d'enquêter sur les OVNI est devenue moins significative. Il faut dire qu'à ce moment-là, l'opinion était pas mal déjà faite. Hein. Les gens qui travaillaient au projet Blue Book avaient acquis à peu près la certitude qu'il n'y avait rien dans la question des OVNI. Les OVNI étaient toujours des erreurs d'interprétation. Quant aux cas les cas qui demeuraient inexpliqués, c'était simplement parce qu'ils étaient insuffisamment détaillés. Donc, l'idée, une fois qu'on avait acquis à peu près cette vision-là, le mot d'ordre était « Protégeons nos avions secrets ». Et c'est ainsi qu'en 1969, en décembre 1969, le projet Blue Book a décidé. Parce que se passe-t-il en 1969? Ben, il se pense qu'on envoie des hommes sur la Lune et on a remplacé nos avions espions par des satellites. Ah. Tu comprends? On n'a plus besoin de protéger nos avions espions. L'avion U-2 est devenu source publique. D'ailleurs, les Américains ont découvert l'avion U-2 en 1960. Il était en service depuis le milieu des années 50. Mais les Américains ont découvert l'existence du U-2 uniquement en 1960, lorsque l'un de ces U-2 a été abattu au-dessus de l'Union soviétique. Et le pilote, Francis Gary Power, a été échangé aux Américains contre un espion russe que les Américains avaient en cellule. Donc, d'ailleurs, ça fait l'objet d'un film avec Tom Hanks, qui est Le pont des espions. Okay. On voit où on récupère notre pilote de U-2, Francis Gary Power, puis on l'échange contre un espion russe. Là. J'imagine que logiquement, Christian, à un moment donné, les nouvelles ont traversé l'océan assez vite. Là. On pouvait pas faire semblant que on mène des projets secrets puis personne va le savoir de l'autre côté. Là. Voilà. Donc, les Russes ont abattu un U-2. Alors là, les Américains se sont dit, il est temps qu'on change notre U-2. Ils ont construit un magnifique avion par la suite qui était le SR-71 Blackbird et qui a volé longtemps, qui était l'avion numéro 1 de l'espionnage. Mais en 1969, on n'a plus besoin de ces paravents. On n'a plus besoin de faire ces cachotteries. On a remplacé les avions espions par des satellites. Donc, à ce moment-là, on ne voit plus l'intérêt d'enquêter sur les ovnis parce que, on est convaincu qu'il n'y a rien là-dedans. Et de deux, parce qu'on n'a plus besoin de protéger nos avions espions. Alors, en décembre 1969, le projet Blue Book s'arrête et ses conclusions sont publiées en janvier 1970. Et ces conclusions, et ça fait mal, hein, les amateurs d'OVNI l'ont encore sur le cœur. La conclusion numéro 1, c'est
aucune des... Bon, le projet Blue Book dit, nous avons enquêté sur 12 618 observations d'OVNI. Il inclut les observations durant la période Blue Book, mais ça inclut également les observations durant ses deux prédécesseurs, les projets Sign et les projets Grudge. Donc, il dit, nous avons enquêté sur 12 618 observations d'OVNI. De ce nombre, 701 sont demeurées non identifiées. Donc, on le voit ici, il n'y a pas une négation de l'armée. Quand les ufologues disent, l'armée nie que les OVNI existe, pas vrai. Là. Le projet Blue Book dit bien, on a 701 cas d'objets non identifiés pour lesquels on n'a pas d'explication. Donc, il y a une reconnaissance de la réalité d'un phénomène OVNI. C'est ce qui suit qui fait mal. La conclusion suivante, c'est de ce nombre de non identifiés, aucun d'entre eux n'a jamais menacé la sécurité nationale. Donc, c'est pas une menace et le rôle de l'armée est de protéger le territoire. Donc, si les OVNI ne menacent pas la sécurité nationale, ce n'est pas notre mandat de les étudier. Ça peut être le mandat de la science, de groupes privés qui s'intéressent aux petits hommes verts ou peu importe, mais ce n'est plus le mandat de l'armée de faire ça. Et la troisième conclusion, ça c'est celle qui fait le plus mal, c'est, elle dit, de toutes les observations sur lesquelles on a enquêté, incluant les cas dits non identifiés, on n'a jamais rien vu là-dedans de technologique qui nous permet de croire que nous sommes visités par des extraterrestres. Merci, bonsoir. On ferme les livres. Ah ouais, écoute, ça ferme la porte complètement. Et le département de la Défense a retiré ses billes là-dedans. Ce qui est intéressant quand on regarde avec le recul le projet Blue Book, les gens diront, bon, on le voit, il y avait de la politique, on essayait de cacher des avions espions, c'était pas tout à fait honnête. Puis c'est tout à fait vrai d'ailleurs. Le professeur Hynek, à la fin du projet Blue Book, va lui-même créer sa propre organisation, le Center for UFO Study, à Evanston, dans l'Illinois, dans le but d'enquêter sur les OVNI. Donc, la fin de Blue Book ne marque pas pour le professeur Hynek la fin de son intérêt pour la question des OVNI, et il va s'intéresser à la question des OVNI jusqu'au milieu des années 80, jusqu'à son décès finalement. Mais de leur côté, on voit que les amateurs d'OVNI se disent, bon, on voit que c'était pas tout à fait honnête, on cachait des avions espions, il y avait un parti pris, il y avait de la politique là-dedans. Il y a toujours de la politique, c'est difficile d'avoir des situations comme celle-là sans qu'il y ait de la politique, surtout quand on regarde les budgets qui sont en cause. Le dernier budget du département de la Défense, c'est tout près de 800 milliards. J'ai bien dit milliards, c'est pas millions, là. 800 milliards de dollars. Donc, c'est sûr qu'il y a de la politique. À ce prix-là, il y a de la politique, crois-moi. De là, l'expression astronomique aussi. Christian, il nous reste quelques minutes. Puis aujourd'hui devait être une journée très spéciale parlant de 1969, parlant d'ouvrir les livres. On devait poursuivre une page de l'histoire aujourd'hui avec le début de la mission Artemis 1. Et finalement, ce qu'on a appris dans l'actualité aujourd'hui, c'est que le vol... a été retardé. Exactement, le vol d'essai d'une mission là qui donnait de l'espoir pour Mars. Là, on est direction Mars en ce moment. Là. Oui, c'est ça. Donc, la mission Artemis doit annoncer la présence soutenue de l'homme sur la Lune, et la Lune doit servir de tremplin pour des missions vers Mars. Voilà. La mission Artemis, qui aujourd'hui a été annulée, mais qui est remise dans quelques jours, je crois que c'est vendredi, on va tenter un nouveau lancement. Oui. Il faut savoir que cette mission-là va durer une quarantaine de jours. La fusée ne contient pas d'équipage. Elle a 3 mannequins qui font lieu d'équipage. La mission dure une quarantaine de jours et la fusée va aller se mettre en orbite autour de la Lune pour revenir. Le vaisseau au sommet de la fusée s'appelle le vaisseau Orion. Donc Orion doit se mettre en orbite autour de la Lune et enfin revenir. Et ensuite de ça, à partir de ce moment-là, si ça fonctionne bien, c'est un concept assez différent des missions Apollo. Le vaisseau ne transporte pas l'atterrisseur. Les missions Apollo, la fusée partait, il y avait le vaisseau Apollo qui était au sommet de la fusée Saturne V, et dans la fusée Saturne V, il y avait un petit garage dans lequel se trouvait le lemme lunaire. Donc on le récupérait et on l'amenait jusqu'à la Lune. Dans le cas des missions Orion, les missions Artemis, on va mettre en orbite autour de la Lune une espèce de station spatiale où il y aura un atterrisseur. Donc l'atterrisseur va être déjà accroché à ce satellite en orbite autour de ce laboratoire spatial qui va être en orbite autour de la Lune. Donc les astronautes vont partir dans la mission Artemis. Eux sont assis dans le vaisseau Orion. Ils vont se rendre jusqu'à cette station spatiale en orbite autour de la Lune, vont se transférer dans cette station, récupérer l'atterrisseur et aller atterrir sur la Lune. Une fois qu'ils ont complété leur mission, ils vont
redécoller de la Lune. La partie supérieure de cet atterrisseur va venir rejoindre cette station lunaire en orbite. Les astronautes vont se transférer à nouveau dans le vaisseau Orion qui va revenir vers la Terre. Petite escale. C'est une petite escale. Donc, cette station lunaire qui sera en orbite autour de la Lune, il faut la construire, il faut la mettre en place, un peu comme on a mis en place la station spatiale. Donc, ce sont des unités qu'on va assembler. Donc, d'abord et en premier, il faut s'assurer que le vaisseau, le lanceur, fonctionne bien, que le vaisseau qui va transporter des hommes vers la Lune fonctionne bien. Et ensuite de ça, on pourra passer à l'étape 2, c'est-à-dire construire cette base relais en orbite autour de la Lune qui va permettre aux astronautes de se poser sur la Lune. Et c'est vrai que cette mission, on l'attendait beaucoup. Ça fait plus de 50 ans qu'on est allé sur la Lune avec les missions Apollo. Donc, on espérait ce retour, mais malheureusement, c'est un problème sur la température d'un des moteurs de la fusée, de la fusée, le porteur du vaisseau Orion qui faisait défaut. Donc, on a décidé d'annuler la mission pour s'assurer de voir pourquoi il y a une différence de température sur le moteur numéro 3. Deuxième essai, soit vendredi ou encore lundi prochain. J'ai vu 5 septembre aussi. Je crois que c'est lundi. Je perds mes dates à suivre. J'espère qu'on sera en mesure de voir bientôt des gens marcher sur Mars. Moi, je veux voir ça. J'ai pas vécu 69 et je veux... Oui, parce que c'est ça. Donc, on ne peut pas penser à l'idée de s'envoler vers les autres planètes, des missions habitées, bien sûr, sans qu'on ait une plateforme dans l'espace. Et cette plateforme-là ne peut être que la Lune. En fait, c'est la meilleure plateforme qu'on peut avoir. Donc, on a besoin de cette présence. Bien sûr, il y a l'idée également d'une idée minière. Hein. Il y a des ressources qu'on pourrait exploiter sur la Lune, mais également, il y a de la science. Mieux comprendre la formation de la Lune. On sait qu'elle vient de la Terre, mais mieux comprendre la formation de la Lune va nous permettre de mieux comprendre comment les autres satellites des autres planètes sont apparus. Et ensuite, on pense également placer des télescopes ou des radiotélescopes sur la face cachée de la Lune, donc qui seraient protégés en fait des parasites provenant de la Terre, des ondes transmises depuis la Terre, la Lune faisant comme écran. Et bien sûr, ensuite, une station lunaire permettrait d'être un tremplin extraordinaire pour envoyer des hommes sur Mars, bien sûr, mais envoyer également d'autres vaisseaux d'exploration vers d'autres planètes du système solaire. Parce que ce qui est très coûteux, c'est que au fur et à mesure où la technologie nous permet d'avoir des sondes spatiales, soit pour envoyer sur Mars ou explorer d'autres planètes du système solaire, plus les sondes deviennent complexes, plus elles s'alourdissent. Et plus elles sont lourdes, plus le lanceur doit transporter du carburant. Pour chaque kilo de plus qu'il faut mettre que pèse la sonde, il faut rajouter des kilos de carburant également. Là. Donc, c'est une espèce pour utiliser l'expression, c'est un peu un catch-22. Là. On s'en sort pas. Plus la sonde est lourde, plus la fusée demande du carburant, et plus la fusée s'alourdit par le carburant, faut mettre encore plus de carburant pour pousser le carburant qui est déjà dans la fusée. Donc, ça devient un peu très problématique. C'est difficile de s'arracher de l'attraction terrestre, alors que sur la Lune, il y a pratiquement aucune résistance. Donc, on lance le vaisseau, il se retrouve rapidement dans le vide spatial, et la moindre poussée, évidemment, l'envoie vers la destination. Donc, c'est une économie extraordinaire en technologie, en carburant, en poids. Ce que l'on pourra réaliser à partir d'une station permanente sur la Lune est tout à fait fantastique. On entre vraiment, avec la présence humaine sur la Lune, de manière soutenue, on entre vraiment dans une nouvelle ère de l'exploration spatiale. On aura l'occasion de s'en reparler, Christian. Sûrement. Ça me passionne, moi, ça. Tellement. Je pense que ça se sent. Je pense que ça se sent. Oui, mais on écrit l'histoire. C'est toujours le plafond de verre qu'on défonce. Puis je te remercie pour l'histoire du projet Blue Book ce soir. On se laisse avec la bande-annonce de la série, la bande-annonce de 2020. Et on se dit à demain pour un autre Radio X-Files, le deuxième de la semaine. Absolument. Ciao. Bye bye. Bonne soirée. Good evening. I'm General James Harding from the United States Air Force. And we're here tonight live from Roswell, New Mexico. I want to talk to you about a rumor that's been circulating, again, about a mysterious crash that's happened here in the desert. I'm here to tell you, the American people, that it's just a hoax. Harding silencing Roswell again. Not if we're here. Tighten up your grip like last time.
You blow it, Blue Book goes away. I've got to get to the bottom of this. To find out what really happened in Roswell 6 years ago. The CIA has acquired intelligence detailing an imminent threat. You two are the only ones who can stop it. The name of the game is control the narrative. If the government is covering up the existence of flying saucers, then you and I are in the best position to expose that truth. We're about to enter the most highly restricted military test site in America. Welcome to Area 51. The world needs to know what's really going on here. You've seen how far the government will go to cover their secrets. They could ruin you. If we're going to war, let's fire the first shot.